Bonjour, dans cette série de 3 vidéos, je vais vous expliquer ce qu'est un espace vectoriel sur l'ensemble des réels ou l'ensemble des complexes. On peut aussi parler d'espace vectoriel sur un corps commutatif, mais dans ces 3 vidéos, je ne parlerai que d'espace vectoriel sur R ou C. Alors pour commencer le programme de cette séance, nous allons étudier un cas concret, la droite vectorielle, le plan vectoriel et l'espace vectoriel qui sont respectivement des espaces vectoriels de dimension 1, 2 et 3. Puis nous étudierons des exemples moins intuitifs et nous parlerons de familles de vecteurs libres. Alors on appelle espace vectoriel sur l'ensemble des réels un ensemble de vecteurs grand E muni de 2 opérations. La somme de vecteurs et la multiplication d'un vecteur par un réel qu'on appelle aussi un nombre scalaire et qu'on note avec une lettre grecque, petit lambda, par exemple, le L minuscule grec, sachant que les vecteurs, nous les noterons avec les lettres latines, souvent en majuscules, grand V, W, avec ou sans la flèche, si on a beaucoup d'écriture. Donc ici, lambda, comme je parle d'espace vectoriel sur l'ensemble des réels, lambda est un nombre réel. Dès que je travaillerai avec un espace vectoriel sur l'ensemble des complexes, lambda sera alors un nombre complexe. Donc voilà deux premiers exemples intuitifs. L'espace vectoriel de dimension 1, alors on dit qu'il est de dimension 1, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Il s'agit ici de la droite vectorielle qui est portée par le vecteur U ici. Donc, qu'est-ce que c'est que la droite vectorielle? C'est l'ensemble des vecteurs qui sont égaux à lambda fois le vecteur U, lambda étant un nombre réel puisqu'on travaille sur un espace vectoriel sur R. Donc, on appelle cet ensemble de vecteurs que l'on surmonte avec une flèche, à ne pas confondre avec la droite qui est un ensemble de points. Là, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont, une autre façon de dire les choses, collinéaires au vecteur U. Donc, par exemple, si je prends le vecteur moins 2u, eh bien, c'est un élément de cette droite vectorielle. Si je prends le vecteur 3u, c'est encore un élément de cette droite vectorielle. On dit que la droite vectorielle D est engendrée par le vecteur U et on note, alors il y a plusieurs notations possibles, par exemple vect de U. Donc c'est l'ensemble des vecteurs collinéaires à grand U ici. Donc là j'ai mis un petit U, mais c'est grand U. Donc il est de dimension 1 justement parce qu'un seul vecteur l'engendre. Espace vectoriel de dimension 2, par exemple, ce sont l'ensemble des vecteurs du plan ici qui est dessiné. Donc j'ai choisi deux vecteurs U1 et U2 pour décrire l'ensemble des vecteurs de ce plan. Les vecteurs U1 et U2 sont savamment choisis. C'est-à-dire, je n'ai pas choisi deux vecteurs collinéaires. Parce que si je prends par exemple le vecteur U1 et le vecteur que j'ai dessiné ici, qui est un nombre alpha fois U1, pour décrire mon ensemble, ça ne va pas être possible puisque, par exemple, le vecteur U ne pourra pas être écrit comme combinaison linéaire, on dit, des vecteurs U1 et des vecteurs alpha U1. Alors, plus simplement, ici, le plan vectoriel, donc c'est P surmonté d'une flèche, c'est l'ensemble des vecteurs V du plan, qui sont combinaisons linéaires des deux vecteurs U1 et U2. Ça veut dire quoi une combinaison linéaire? Il s'écrit, ce vecteur V, sous la forme lambda 1 fois U1 plus lambda 2 fois U2, où lambda 1 et lambda 2 sont des nombres réels, puisqu'on travaille ici, je rappelle, sur les espaces vectoriels sur R. Donc si je prends n'importe quel vecteur V de ce plan ici, je vais pouvoir l'écrire comme alpha 1 U1 plus alpha 2 U2, donc comme combinaison linéaire des vecteurs U1 et U2. V est égal à alpha 1 U1 plus alpha 2 U2.
On peut dire aussi que alpha 1 et alpha 2 sont les coordonnées du vecteur V dans la base de vecteurs U1, U2. Qu'est-ce que c'est qu'une base ici du plan P? Ce sont deux vecteurs avec lesquels je vais pouvoir écrire de façon unique n'importe quel vecteur du plan comme combinaison linéaire lambda 1, U1 plus lambda 2, U2. Voilà pourquoi je vous expliquais tout à l'heure que pour décrire l'ensemble des vecteurs du plan, je ne peux pas prendre n'importe quel vecteur U1 et U2. Et si j'avais pris U1 et alpha U1 pour décrire mon ensemble P flèche, eh bien, ce n'est pas possible puisque ces deux vecteurs sont colinéaires. Donc, on le verra par la suite. On dit aussi que les deux vecteurs U1 et U2 sont linéairement indépendants. Donc, sont non colinéaires, ça marche aussi. Alors maintenant, troisième exemple, l'espace vectoriel des vecteurs de l'espace. D'accord? Donc grand E, c'est l'ensemble des vecteurs de l'espace qui sont combinaisons linéaires de U1, U2 et U3. Et si vous regardez sur le schéma, les vecteurs U1, U2 et U3 ne sont ni coplanaires ni colinéaires. Autrement dit, on dit qu'ils sont libres. C'est-à-dire que U1 ne peut pas s'écrire un nombre fois U2 plus un nombre fois U3, par exemple. Donc on dit que E, l'ensemble des vecteurs de l'espace, est un espace vectoriel de dimension 3. Et que U1, U2, U3 est une base de cet espace vectoriel. À chaque exemple, je n'en ai pas parlé, mais je peux revenir en arrière pour vous l'expliquer, pour vous le montrer. Si vous regardez pour le premier exemple, des flèches, donc la droite vectorielle des flèches, c'est un espace vectoriel, puisque si je prends deux vecteurs V et W dans cet ensemble, autrement dit colinéaires à U, leur somme va être aussi colinéaire à U. Donc V plus W appartient à des flèches. De même que si je multiplie, mais ça je vous l'ai dit, n'importe quel vecteur U, le vecteur U de ma droite vectorielle par un nombre, eh bien j'obtiens à nouveau un vecteur de des flèches. Donc pareil pour l'espace vectoriel de dimension 2. Ici, si je prends deux vecteurs du plan, qui est décrit ici, eh bien la somme est encore un vecteur de ce même plan. De même que si je prends lambda 1 U1, où U1 est un vecteur de ce plan, j'obtiens à nouveau un vecteur du plan. Donc ça, c'était pour vous expliquer que ici, les deux opérations, on appelle opération interne, la somme de vecteurs, et opération externe, la multiplication d'un vecteur par un nombre réel, sont vérifiées pour ces trois exemples. Alors maintenant, passons à la définition générale. Alors, je vous avais aussi entre-temps décrit sur cette page 4 les espaces vectoriels plan et espace, avec une autre base de vecteurs, la base canonique pour le plan. En fait, elle est constituée par les vecteurs de coordonnées 1, 0 et 0, 1. En fait, la base canonique, c'est la base évidente, la base normale. Donc, tout vecteur du plan peut s'écrire de façon unique comme combinaison linéaire des vecteurs ici notés E1 et E2. Pareil pour l'espace vectoriel de dimension 3, l'espace vectoriel donc, que j'avais noté grand E flèche précédemment, eh bien, une base canonique, une base évidente, normale de l'espace peut être constituée par ces trois vecteurs. Tout vecteur de l'espace va donc s'écrire de façon unique comme combinaison linéaire de E1, E2, E3. Et les coordonnées de ce vecteur dans la base canonique, qu'on note souvent grand C, sont lambda 1, lambda 2, lambda 3. Voilà, donc c'était une courte, j'espère, introduction pour vous montrer quelques exemples concrets d'espaces vectoriels. Maintenant, passons à la définition générale et étudions des exemples un petit peu moins intuitifs. Alors, on appelle espace vectoriel sur K, où K, c'est un corps commutatif, mais ici, nous travaillerons sur R ou C. Tout ensemble grand E d'éléments nommés vecteurs, munis de deux opérations. Alors, vous remarquez que grand E, là, ici, dans la définition, je ne surmonte pas d'une flèche, parce que sinon, l'écriture est un peu lourde. Donc, deux opérations, l'addition,
qu'on appelle aussi la loi de composition interne. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on prend un couple de vecteurs de E, donc on note grand E croix grand E, c'est ce qu'on appelle le produit cartésien de E par E. Donc si on prend un couple de vecteurs de E, on les additionne, on obtient à nouveau un vecteur dans E. Voilà pourquoi on parle de loi de composition interne, puisqu'on reste, si je puis dire, à l'intérieur de l'ensemble grand E. Donc l'addition, la loi de composition interne, possède les propriétés suivantes: la commutativité, c'est-à-dire que U plus V est égal à V plus U, l'associativité, on peut additionner trois vecteurs dans n'importe quel ordre, on peut commencer par les deux premiers, puis additionner le dernier, ou commencer par les deux derniers, puis additionner le premier. 0 est l'élément neutre. Si on ajoute le vecteur nul à n'importe quel vecteur, on obtient ce même vecteur. Et chaque vecteur a un opposé, noté -v, tel que v plus -v est égal au vecteur nul. Donc ici, vous remarquez que je ne mets de flèche nulle part. Hein, c'est une notation abusive parce qu'à force, eh bien, on comprend bien qu'il s'agit de vecteurs de grand E. La multiplication par un scalaire, c'est la deuxième opération qu'on appelle la loi de composition externe, puisqu'on fait cette fois-ci intervenir un ensemble extérieur à grand E, qui est l'ensemble des nombres réels ou complexes dans cette vidéo, et qu'on note, pour bien le distinguer des vecteurs, avec une lettre grecque, donc petit alpha, ici petit a. Voilà, donc c'est alpha fois le vecteur v. Donc elle possède les propriétés suivantes. Si grand V et W sont des vecteurs de E et alpha bêta des scalaires de K, alpha fois V plus W, c'est alpha V plus alpha W. Il s'agit de la distributivité par rapport à l'addition. Voilà, ensuite alpha plus, je vous laisse lire les deux autres propriétés. La dernière, nous avons 1, le nombre scalaire 1 fois V qui est égal au vecteur V. Voilà, donc un espace vectoriel sur l'ensemble des réels, c'est un ensemble qui possède deux opérations, une interne, qui est l'addition, et l'autre externe, qui est la multiplication par un nombre. Alors maintenant, nous allons étudier quelques exemples. Donc grand E, c'est le singleton 0. Ben oui, un ensemble qui contient que 0 et le plus petit des espaces vectoriels, le vecteur nul. Si on fait la somme du vecteur nul par lui-même, on obtient encore le vecteur nul. Si on le multiplie par un nombre scalaire, on obtient encore le vecteur nul. R puissance n, c'est l'ensemble des n uplets de nombres réels. C'est un R espace vectoriel. Si on fait la somme de 2 n uplets de réels, on obtient à nouveau un n uplet de nombres réels. Si on le multiplie par un scalaire réel, on obtient à nouveau un n uplet par un n uplet de réels. Et il vérifie toutes les opérations précédentes, la commutativité, l'associativité, hein, puisque R est justement commutatif et associatif. Et voilà, vous pouvez vérifier les propriétés précédentes. Par contre, regardez le troisième exemple, R puissance n ne peut être muni des deux lois précédentes, comme C espace vectoriel. Alors, je vais vous expliquer ça ici. Donc, si je prends donc R puissance n, je rappelle, c'est l'ensemble des n uplets de réels. Donc, si je prends par exemple x1, x2, xn, ça c'est mon vecteur v, et le vecteur y1, y2, yn, je vais l'appeler le vecteur w, eh bien, j'obtiens le vecteur somme qui a pour composante x1 plus y1 plus x2 plus y2, etc., xn plus yn. Donc il s'agit à nouveau d'un vecteur de Rn. Maintenant, si je veux décrire, donc ça c'est la loi de composition interne que je viens de décrire, elle vérifie la commutativité, l'associativité, etc. La loi de composition externe, eh bien ici, si je prends C comme ensemble de nombres scalaires, ça ne va plus marcher. D'accord? Donc E, je rappelle, c'est R puissance n, effectivement. Si je prends par exemple n'importe quel vecteur de R puissance n, le vecteur constitué des n composantes égale à 1. Et si je prends le nombre complexe i, le scalaire i, je multiplie
par i toutes les composantes de ce vecteur, eh bien j'obtiens un vecteur qui n'est absolument pas à composante réelle. Donc voilà pourquoi R puissance n n'est pas un C espace vectoriel. Mais c'est un R espace vectoriel. C puissance n, par contre, peut être à la fois un R espace vectoriel et un C espace vectoriel. Forcément, si je multiplie n'importe quel n-uplet de nombre complexe par un nombre réel, j'obtiens à nouveau un n-uplet de nombre complexe. Donc la loi de composition externe ne pose pas de problème ici. Autre exemple, grand E, l'ensemble des fonctions définies de R dans R, c'est un R espace vectoriel. D'accord? Donc ici, grand E, c'est l'ensemble des fonctions définies de R à valeur dans R, qui à x associe y égale à f de x. Eh bien, ça, c'est un R espace vectoriel. La somme de deux fonctions est encore une fonction de R dans R. Et si je multiplie n'importe quelle fonction de R dans R par un nombre scalaire réel, eh bien, j'obtiens à nouveau une fonction de R dans R. Et puis, vous avez à nouveau toutes les propriétés de commutativité, d'associativité dont je vous ai parlé précédemment dans la définition générale. L'ensemble des polynômes à coefficients complexes. Et oui, c'est comme ça qu'on le note. Grand C, crochet, grand X. C'est l'ensemble des polynômes à coefficients complexes. Donc, par exemple, c'est l'ensemble, on va noter A0 plus A1x plus A2x2 plus, etc., ANxn plus, voilà, où A1, A2 et AN sont des nombres complexes. D'accord? Donc ici, le degré n'est pas précisé, hein, donc ça, c'est pour tout entier naturel n. E est un C espace vectoriel, car si je fais la somme de deux polynômes à coefficients complexes, j'obtiens un polynôme à coefficients complexes. Si je le multiplie par un nombre complexe, j'obtiens à nouveau un polynôme à coefficients complexes. C'est aussi un R espace vectoriel. Alors, dernier exemple. R indice n, crochet x. Donc ça, il s'agit de l'ensemble des polynômes à coefficient réel et de degré inférieur ou égal à n. Donc si vous voulez, c'est l'ensemble des polynômes p à coefficient réel, donc éléments de R de x, tel que le degré de p est inférieur ou égal à n. Eh bien, il s'agit d'un R espace vectoriel, puisque quand je fais la somme de deux polynômes de degré inférieur ou égal à n, à coefficient réel, j'obtiens à nouveau un élément de grand E. Et quand je multiplie par un nombre réel, j'obtiens à nouveau un polynôme de grand E. Alors, par contre, si je prends grand E, l'ensemble des polynômes à coefficient réel de degré égal à n, exactement égal à n, eh bien, ce n'est pas un R espace vectoriel. Pourquoi? Je vous laisse réfléchir. Par exemple, donc contre-exemple, d'accord? On prend un contre-exemple. Si je prends le polynôme P1 de x égal à x puissance n et le polynôme P2 de x égal à moins x puissance n, je fais leur somme. P1 plus P2 de x donne le polynôme nul, et le polynôme nul n'est pas élément de grand E puisqu'il n'est pas de degré exactement égal à n. Alors, maintenant, je continue pour les exemples. Oui, je voulais ajouter un exemple. Alors, l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes à coefficient réel. Donc ça, c'est l'ensemble des matrices. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cet ensemble, hein, si vous voulez, les matrices, ce sont des, on va vulgariser la chose, des tableaux de nombres. Donc ici, n lignes, p colonnes. D'accord? Donc là, on a p colonnes et ici, n lignes. Voilà. Donc pour faire la somme
Donc ici, leurs coefficients sont réels, hein, puisque c'est à coefficient dans R, comme c'est indiqué dans la notation. Donc ça, ce sont les matrices à n lignes et p colonnes à coefficient dans R. Donc là, cet ensemble est un espace vectoriel sur R. Si on fait la somme de deux matrices, alors pour faire la somme de deux matrices, c'est très facile, il suffit d'ajouter chaque coefficient situé sur la même ligne, même colonne, 2 à 2. Donc la somme de deux matrices à n ligne p colonne est encore une matrice à n ligne p colonne. Et si je multiplie une matrice à n ligne p colonne par un nombre réel, il suffit pour cela de multiplier chaque coefficient de cette matrice par ce nombre réel, et bien j'obtiens à nouveau une matrice à n ligne p colonne. Voilà donc un autre exemple qui n'est pas dans votre polycopie. Allez, je continue. Maintenant, nous allons parler de sous-espaces vectoriels. Et oui, quand on parle d'espace vectoriel, on parle également de sous-espaces vectoriels. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Ça va nous servir à résoudre bien des problèmes, notamment des systèmes d'équations différentielles, mais pas que. Alors, définition, soit grand E, un K espace vectoriel, K, je vous rappelle, c'est l'ensemble des réels ou des complexes, dans cette vidéo, on dit que grand F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si. 3 points, 4 points, 4 points. Grand F est d'abord un sous-ensemble de grand E, bon, ça paraît évident. Grand F n'est pas l'ensemble vide. Et grand F est stable pour l'addition dans grand E, la loi de composition interne, c'est-à-dire que si V et W sont deux éléments de grand F, la somme est encore un élément de grand F. Et quatrième point, F est stable pour le produit par un nombre scalaire de K. Donc, si alpha est un réel et que V est un vecteur de F, alors alpha fois V est encore un vecteur de F. Donc ici, j'ai dit que alpha est un réel, mais c'est si on travaille sur des R espaces vectoriels, sinon ce serait un nombre complexe si on parle de C espaces vectoriels. Alors, ces 4 points, on peut les condenser en 3 points. Donc tout d'abord, donc E est un K espace vectoriel, F est un sous-espace vectoriel de E, si et seulement si F est un sous-ensemble de E, ça d'accord, ça ne change pas. F est non vide, ça non plus. Et par contre, le troisième point, vous voyez, j'ai fait un mixte, si je puis dire, des deux derniers. Si V et W sont des vecteurs de F, si alpha est un nombre scalaire, V plus alpha W est encore un élément de F. Donc ce dernier point réunit en fait les deux derniers ici, les deux dernières conditions. On parle de combinaison linéaire. C'est ce que je vous ai expliqué. Non, peut-être pas. Je vous en ai parlé, mais voilà, une combinaison linéaire, c'est quoi? C'est un nombre fois un vecteur plus un autre nombre fois un autre vecteur. Voilà. Donc V plus alpha W, c'est une combinaison linéaire de V et de W. On remarque, si F est un sous-espace vectoriel de E, alors forcément, le vecteur nul appartient à F. Alors déjà, on va le démontrer, avant de parler de contraposé. On va le démontrer. Donc, supposons que F est un sous-espace vectoriel de E. Alors, si je prends un vecteur V de F, eh bien, V plus alpha fois V appartient à F. Alpha étant un nombre réel ou complexe ici. Si je prends en particulier alpha égale à moins 1, j'obtiens donc V moins V qui est égal à 0. Et le vecteur nul est donc un élément de F. Donc si F est un sous-espace vectoriel de E, alors le vecteur nul appartient à F. Et alors j'ai écrit ici que la contraposée est intéressante. Pourquoi est-elle intéressante, la contraposée? Ça veut dire quoi, la contraposée? Le contraire, en fait. Hein. Donc, A entraîne B. La contraposée de A entraîne B, c'est non B entraîne non A. Donc ici, on a A, F est un sous-espace vectoriel de E, alors B, le vecteur nul, appartient à F. Eh bien, non B entraîne non A, ça veut dire si le vecteur nul n'appartient pas à F, alors F n'est pas un sous-espace vectoriel
de E. Et ça, c'est très pratique lorsque on cherche justement à déterminer si un ensemble est un sous-espace vectoriel ou non de E. Dès lors qu'on remarque que le vecteur nul n'est pas dans F, c'est immédiat, on s'arrête là, F n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Alors nous allons étudier quelques exemples. Mais avant ça, une deuxième remarque. Eh bien, il est de ce fait, avec cette dernière propriété, cette dernière définition de sous-espace vectoriel, il est facile de montrer que F est un espace vectoriel, est un K-espace vectoriel. D'accord? Donc pour montrer que F est un K-espace vectoriel, on pourra montrer que F est un sous-espace vectoriel de E, qui est un espace vectoriel connu. Voilà. Donc ça peut être pratique. Donc c'est juste une remarque que F... Voilà. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, on a vu précédemment que C de x, l'ensemble des polynômes à coefficients complexes, est un C-espace vectoriel. Donc, si je prends C indice n de grand X, vous savez, c'est l'ensemble des polynômes de C de x de degré inférieur ou égal à n. Eh bien, si je veux montrer que cet ensemble est un C-espace vectoriel, il suffit de montrer que c'est un sous-espace vectoriel de C de x, ce qui est vrai, puisque déjà il est inclus dans C de x. Et si je prends une combinaison linéaire de polynômes de degré inférieur ou égal à n, eh bien il est forcément encore de degré inférieur ou égal à n. Hein, donc pour tout P1, P2, élément de Cn de x, si je prends alpha, un nombre complexe, d'accord, puisque je travaille sur des C espaces vectoriels, hein, eh bien forcément P1 plus alpha P2 est encore un polynôme à coefficient complexe et de degré inférieur ou égal à n. D'accord? Donc, ça, le fait d'avoir montré que Cn de x est un sous-espace vectoriel de C de x me permet d'en déduire rapidement que Cn de x est un C-espace vectoriel. Voilà, donc ça peut être pratique. Je continue. Donc, quelques exemples de sous-espaces vectoriels ou pas. Alors, je vous propose de travailler sur le R espace vectoriel R3, donc les triplés de R. Donc, c'est un R espace vectoriel, on l'a vu précédemment. Alors, grand F prime sont deux ensembles de vecteurs. Est-ce que ce sont des sous-espaces vectoriels de E? Alors, pour grand F, donc déjà, on vérifie rapidement si le vecteur nul, c'est-à-dire le vecteur coordonné 0, 0, 0, appartient à F. Ben oui, effectivement, hein, le vecteur 0, 0, 0, il appartient à F car il vérifie l'équation 0 plus 3 fois 0 moins 0 égale à 0. D'accord? Donc déjà, on peut dire que la contraposée ne permet pas ici de démontrer que F ne serait pas un sous-espace vectoriel, mais ça n'en est pas un pour autant, donc il faut aller jusqu'au bout. On va prendre la définition condensée. Donc F est un sous-ensemble de R3, forcément, hein, puisque c'est l'ensemble des triplés de nombres réels qui vérifient l'équation x1 plus 3x2 moins x3 égale 0. Ensuite, F est non vide, puisqu'on vient de montrer que le vecteur nul appartient à F. D'accord? Et enfin, maintenant, on va prendre deux vecteurs V et W de F, un nombre réel, et on va regarder si la combinaison linéaire alpha plus, V plus alpha W est un élément de F. Donc pour cela, eh bien, les coordonnées, alors on va dire que x1 a pour coordonnées, V a pour coordonnées x1, x2, x3, et que W a pour coordonnées y1, y2, y3. Donc V plus alpha W a pour composante x1 plus alpha y1, x2 plus alpha y2 et x3 plus alpha y3. Ces trois composantes vérifient-elles l'équation
de grand F. Et bien pour cela, on va prendre la première coordonnée, plus 3 fois la deuxième composante, et moins la dernière. Donc ici, on va mettre ensemble les x, les xi. Donc on va avoir x1 plus 3x2 moins x3. Et on va factoriser par alpha et on va mettre ensemble les yi. Donc on obtient y1 plus 3y2 moins y3. Comme V appartient à grand F, alors ces composantes vérifient l'équation de grand F. Donc ici, ça fait 0. Et de même, ici, comme W appartient à grand F, on obtient 0. Et donc, ça donne 0. Donc, V plus alpha W appartient à grand F et grand F est un sous-espace vectoriel de R3. Pour le deuxième exemple, pour F', je l'ai appelé, eh bien, on voit tout de suite que le vecteur nul n'appartient pas à F'. Et oui, puisque F', c'est quoi? C'est l'ensemble des vecteurs x1, x2, x3 qui s'écrit en fonction du paramètre t. x1, c'est 2t moins 1, x2, c'est 3t plus 1, et x3, c'est t moins 4. Et donc, si on résout le système x1 égale 0, x2 égale 0 et x3 égale à 0, eh bien c'est impossible, puisque par exemple la dernière équation nous donne t égale 4, et si je remplace t par 4 dans les deux précédentes, eh bien je n'obtiens pas 0. Donc voilà pourquoi 0 n'appartient pas à f', et f', avec la contraposée que l'on vient d'étudier, n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Je continue avec les exemples suivants. Donc ici, si je prends f seconde, alors f seconde, eh bien, est-ce que le vecteur nul appartient à f seconde? Oui. Et puis, eh bien, je vais pouvoir... excusez-moi, je suis en train de dire une bêtise. Est-ce que le vecteur nul, je repose ma question, est-ce que le vecteur nul appartient à f seconde? Eh bien non, parce que regardez, la première équation, soit elle est vérifiée, mais la deuxième, non. Donc, le vecteur nul n'appartient pas à f seconde, et f seconde n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Alors ensuite, f tierce. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors là, oui, par contre, hein, le vecteur nul appartient à cet ensemble. Ensuite, on montre, alors je ne vais pas tout rédiger, hein, parce que sinon la vidéo sera trop longue. Hein. Vous allez pouvoir montrer que f n'est pas vide, forcément, puisque le vecteur nul, appartient à ce grand f tierce. C'est un sous-ensemble de R3, puisque c'est l'ensemble des vecteurs de R3 qui vérifient les deux équations. Et enfin, pour tout vecteur VW de f tierce, si je prends un réel alpha, eh bien alors V plus alpha W est un vecteur de R3 dont les composantes vérifient les deux équations. D'accord? Il suffit de l'écrire et vous allez obtenir ce résultat. Alors, si je prends maintenant f quatrième, le dernier exemple, eh bien là aussi. D'accord? C'est un sous-espace vectoriel de R3. Voilà, donc ici je ne l'ai pas écrit, mais f tierce est un sous-espace vectoriel de R3. Voilà. Alors maintenant, d'autres exemples. Eh bien, le R espace vectoriel R puissance n, c'est-à-dire des n uplés de nombres réels, grand F est un sous-espace vectoriel de E. D'accord, donc déjà 0 appartient à grand F. Hein. Je note 0, l'ensemble nul de R puissance n, hein, c'est-à-dire le n uplé 0. Donc F n'est pas un ensemble vide, et si je prends n'importe quel vecteur VW de grand F et alpha un réel, alors V plus alpha W
à ses composantes qui vérifient x1 plus x2 plus x3 plus xn égale à 0. Donc appartient à f. Donc là, oui. Soit E le R espace vectoriel des fonctions, parmi les sous-ensembles de E suivants, lesquels sont des sous-espaces vectoriels de E. Alors on va répondre assez rapidement. Donc l'ensemble des fonctions continues sur R est-il un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions? Eh bien oui, puisque déjà la fonction nulle est une fonction continue sur R, donc elle appartient à f, et donc forcément f est aussi un sous-ensemble de grand E, hein, c'est sous-ensemble de l'ensemble des fonctions. Et enfin, si je prends deux fonctions f et g continues, un nombre réel alpha, eh bien f plus alpha g est encore une fonction continue. Donc oui, la réponse est oui. L'ensemble des fonctions continuellement dérivables sur R est aussi un SV, un sous-espace vectoriel de grand E, hein, puisque la somme de deux fonctions continuellement dérivables sur R est une fonction continuellement dérivable sur R. Alpha fois une fonction continuellement dérivable sur R est encore une fonction continuellement dérivable sur R. Voilà, donc je vous laisse regarder la suite. Ce sont tous des sous-espaces vectoriels de E ici, et là aussi. Voilà, donc je vous laisse le vérifier, hein. Il suffit à chaque fois de montrer que la fonction nulle est dans ces ensembles, donc qui sont non vides, qu'ils sont des sous-ensembles de grand E, et que toute combinaison linéaire de fonctions de grand F est encore un élément de grand F. Alors là aussi, je vous laisse lire, c'est assez facile à démontrer. L'intersection de deux sous-espaces vectoriels est encore un sous-espace vectoriel de E. La somme de deux sous-espaces vectoriels de E est encore un sous-espace vectoriel de E. Alors j'ajoute à ce polycopier deux exemples. Grand H est-il un sous-espace vectoriel de R2? Alors déjà, première chose, eh bien, le vecteur nul appartient à H. H est donc non vide. C'est un sous-ensemble de R2. Et maintenant, si je prends par exemple le vecteur 1, 0, il est dans H. Le vecteur 0, 1 l'est aussi. Par contre, si je fais la somme de ces deux vecteurs, j'obtiens le vecteur de composante 1, 1 qui n'appartient pas à H. Donc, la réponse est non, car j'ai trouvé un contre-exemple, c'est-à-dire deux vecteurs ici de H dont la somme n'est pas dans H. Soit E1, K espace vectoriel, K, je vous rappelle, c'est R ou C, hein, c'est l'ensemble des nombres scalaires. Soit F et G, deux sous-espaces vectoriels de E, F union G est-il un sous-espace vectoriel de E? Tout à l'heure, on a vu que l'intersection est un sous-espace vectoriel de E. Il suffit de l'écrire, c'est immédiat. Mais la réunion, eh bien, la réponse est non. Et pour cela, je vous donne un contre-exemple. Je vais prendre comme contre-exemple grand F, un sous-espace vectoriel de R2 qui est défini de la façon suivante. C'est l'ensemble des couples de réels tels que x égale à 0, et G, c'est l'ensemble des couples de R2, tels que Y est égal à 0. D'accord? Donc ce sont des sous-espaces vectoriels de R2. On le démontre très facilement. Mais F union G est-il un sous-espace vectoriel de R2? Alors, le vecteur nul appartient à F et à G, d'accord? Donc le vecteur nul est bien dans F union G. Ça ne pose pas de problème. Donc F union G est non vide. C'est à nouveau un sous-ensemble de R2, puisque c'est la réunion de deux sous-ensembles de R2. Et maintenant, je vais donner un contre-exemple, à savoir, je vais prendre deux vecteurs qui sont dans F union G, mais dont la somme n'est pas dans F union G. Et ben, je reprends l'exemple précédent, ça va marcher aussi. Si je prends le vecteur V, de coordonnées 1, 0, il appartient à F
Donc, il appartient aussi à F union G. D'accord? La réunion des deux. Le vecteur W, qui est égal à 0, 1, il appartient à G. Ah non, c'est le contraire. Ouais, bon, je me suis trompée. Alors, attendez, je vais mettre F ici. Et là, hop, G. Voilà. D'accord? Donc, ces deux vecteurs, ils appartiennent à F union G. Par contre, si je fais leur somme, j'obtiens le vecteur 1, 1, qui n'appartient pas à la réunion de F et de G. Donc, F union G n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Alors que F et G étaient des sous-espaces vectoriels de R2. J'en ai fini là pour les exemples. Donc maintenant, vous savez ce que c'est qu'un espace vectoriel sur R et C, ainsi qu'un sous-espace vectoriel sur R et C. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces espaces vectoriels? En fait, dès lors qu'on sait qu'un ensemble a la structure d'espace vectoriel, on va chercher 1, 2 ou 3 vecteurs, c'est selon notre ensemble, à partir desquels on va pouvoir décrire de façon unique n'importe quel vecteur de notre espace vectoriel. Par exemple, si je prends l'ensemble des vecteurs de l'espace, eh bien, vous le savez, hein, depuis très longtemps, vous utilisez cet ensemble de vecteurs, vous savez qu'on peut chercher une base, on peut trouver, une base de 3 vecteurs à partir desquels on va pouvoir écrire de façon unique n'importe quel vecteur comme combinaison linéaire de ces 3 vecteurs, et ce de façon unique. C'est-à-dire que lambda 1, lambda 2 et lambda 3 sont des nombres uniques, et ce sont d'ailleurs les coordonnées de notre vecteur V dans la base de vecteurs U1, U2, U3. Alors, si ce que je vous raconte n'est pas très clair, eh bien, ça devrait s'arranger dans les vidéos qui vont suivre. Donc, pour chercher une base de vecteurs, d'un espace vectoriel, il faut d'abord voir quelques définitions. Il faut d'abord voir qu'est-ce que c'est qu'un système de vecteurs libre, lié, générateur, et qu'est-ce que c'est qu'un système de vecteurs qui forme une base d'un espace vectoriel. Donc, dans la fin de cette vidéo, nous allons étudier les systèmes de vecteurs libres, puis dans les suivantes, les systèmes de vecteurs générateurs et les bases d'espaces vectoriels. Alors, base et dimension d'un espace vectoriel, donc définition. Soit grand E, un K espace vectoriel, donc K c'est R ou C, V1, V2, Vp, P vecteur de E, et alpha 1, alpha 2, alpha P, P scalaire de K. Tout vecteur de la forme alpha 1, V1 plus alpha 2, V2 plus etc. alpha P, Vp est appelé combinaison linéaire de V1, V2, Vp. D'accord? Donc c'est ce que je vous raconte depuis le début de cette vidéo. Je vous en ai déjà parlé de ce terme de combinaison linéaire. Petit b, on appelle système de vecteurs ou famille de vecteurs de E tout PUplé de vecteurs de E qu'on pourra noter grand S indice P, V1, V2, Vp. D'accord? Donc c'est un PUplé de vecteurs. Alors attention, j'ai mis des parenthèses, j'ai pas mis des accolades. Quand je mets des accolades, ça veut dire que l'ordre n'a pas d'importance. Quand je mets des parenthèses, l'ordre a son importance. Point C. Un système de vecteurs E, donc par exemple le précédent ici, est dit lié ou linéairement dépendant si et seulement si il existe P scalaire alpha 1, alpha 2, alpha P de K non tous nuls, tels que alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus etc. plus alpha P Vp est égal à 0. Alors, je vais tout de suite vous donner un exemple très simple. Par exemple, E égale R2. Je prends le vecteur V1 qui est égal à 1, 0, V2 qui est égal à 0, 1, et V3 qui est égal à moins 1, 1. Eh bien, vous comprenez très rapidement ici que le vecteur V3, c'est égal à moins V1 plus V2. Donc, on dit que le système S3, constitué des vecteurs V1, V2, V3, est lié. Pourquoi? Parce que V3, par exemple, est combinaison linéaire des vecteurs V1 et V2. Alpha 1, ici, c'est moins 1, et alpha 2,
c'est égal à 1. D'accord? Donc voilà, ça c'est un système lié. Alors maintenant, petit d, un système de vecteurs est dit libre ou linéairement indépendant, eh bien dans le cas contraire, quand on ne peut pas écrire par exemple V3 comme combinaison linéaire des deux autres vecteurs. Alors ça, mathématiquement, on va prendre le contraire de la définition précédente. La définition précédente, c'est si et seulement s'il existe P scalaires non tous nuls, tels que la combinaison linéaire alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha P VP est égale à 0. Donc là, ça va être le contraire, ça va être alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha P VP égale à 0, si et seulement si tous les coefficients sont nuls. D'accord? Donc c'est le contraire de lié. Donc par exemple, si je prends les vecteurs V1 et V2, V1 égale à 1, 0 et V2 est égal à 0, 1, ce système, constitué des vecteurs V1, V2, est libre. Pourquoi? Parce que si je calcule alpha V1 plus alpha de V2, il est égal à 0 si et seulement si alpha 1 fois 1, 0 plus alpha 2 fois 0, 1 est égal à 0, 0. D'accord? Ça, c'est le vecteur nul, ça. Hein? Donc, c'est le vecteur 0, 0. Si et seulement si alpha 1, alpha 2 égale à 0, 0. Donc, autrement dit, alpha 1 et alpha 2 sont tous les deux nuls. Donc, voilà pourquoi le système de vecteurs V1, V2 est libre. Autre façon de dire les choses, eh bien, V2 ne peut pas s'écrire un nombre fois V1. Ils ne sont pas collinéaires, autrement dit. Voilà, donc pour vous expliquer très simplement la notion de système libre et de système lié. Alors, une remarque ici, on vous dit que un système de P vecteurs est lié si et seulement si, donc on a dit quoi dans la définition? Eh bien, si et seulement si il existe P scalaires non tous nuls, tels que alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha P VP est égal à 0. Donc ils sont non tous nuls. Donc supposons que alpha I soit alpha I non nul, d'accord? Où I c'est un nombre un entier naturel entre 1 et P. On le note comme ça, l'intervalle 1P avec on double la barre ici. Décroché, ça veut dire que I, c'est un entier naturel compris entre 1 et P. Voilà, cette notation, crochet avec, on double les deux barres ici, ça veut dire que c'est un entier naturel compris entre 1 et P. Voilà, ça évite d'écrire tout ça en fait, si vous voulez. Ok, donc voilà, donc supposons que voilà, alpha I est non nul, et bien à ce moment-là, on va pouvoir écrire que alpha I VI est égal à alpha 1 V1 plus alpha 2 V2, etc. Alpha I moins 1 VI moins 1. Plus alpha I plus 1, VI plus 1, plus, etc., plus alpha PVP, avec un moins devant, bien sûr. D'accord? Et donc, hop, attendez, voilà. Et donc, on n'a plus qu'à tout diviser par alpha I, on obtient VI est égal à moins alpha 1 sur alpha I V1. On peut diviser par alpha I, puisque alpha I est non nul. Hein. Moins alpha 2 sur alpha I V2, moins etc., moins voilà, alpha P sur alpha I VP. Voilà, d'accord. Donc, ce que je voulais raconter par là, ça semble un peu être de l'hébreu, mais un système est lié si et seulement si l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure quand on avait V1 égale à 1, 0, V2 égale à 0, 1, et V3 égale à, je ne sais plus ce que j'avais pris, 1 moins 1, d'accord, ou moins 1, 1, bon, peu importe. Donc ils sont liés, car V3 est combinaison linéaire de V1 et de V2. Voilà, c'est une autre façon de démontrer qu'un système de vecteurs est lié. Alors, maintenant, premier exemple. Nous sommes dans R3. Montrer que le système V1, V2, V3 est lié. Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Voilà, donc j'applique la définition. Donc alpha 1, V1 plus alpha 2, V2 plus alpha 3, V3 égale à 0, si et seulement si
Donc, soit je trouve alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale à 0. Dans ce cas-là, j'en déduis que le système est libre. Soit je trouve trois nombres alpha 1, alpha 2, alpha 3 non tous nuls qui permet d'écrire cette égalité. Et dans ce cas-là, les trois vecteurs sont liés, on dit aussi. Donc ici, je remplace V1, V2, V3 par les composants des trois vecteurs. Le vecteur 0 ici, c'est vecteur nul, 3 composantes 0, 0, et j'obtiens un système à résoudre de trois équations à trois inconnus. Alpha 1 égale alpha 2, je remplace dans la première équation, j'obtiens alpha 3 égale à moins 2 alpha 2, puis je remplace dans la dernière équation et j'obtiens 0 égale 0, ce qui est vrai pour tout alpha 2 réel. Donc alpha 2 est réel, alpha 1 est égal à alpha 2 et alpha 3 égale à moins 2 alpha 2. Donc j'ai une infinité de triplés alpha 1, alpha 2, alpha 3 solutions. Par exemple, si je prends alpha 2 égale à 1, j'obtiens donc que alpha 1 V1, c'est-à-dire 1 fois V1, puisqu'alpha 1 égale alpha 2, plus V2, moins 2 V3 est égal à 0. Le système est donc lié. Donc vous voyez qu'en fait, ici, j'ai été amené à résoudre un système de trois équations à trois inconnus. Or, vous vous rappelez peut-être du résultat suivant. Un système de n équations à n inconnus possède une seule et unique solution, x1, x2, xn, si et seulement si le déterminant de sa matrice associée est non nul. Alors, si vous ne connaissez pas ce résultat, très rapidement, je vous donne un exemple très simple, enfin plusieurs exemples très simples. Si j'ai 2x plus y égale à 1 et x moins y égale à 0, donc ce système possède une seule et unique solution, un tiers, et si j'écris A la matrice caractéristique de ce système S, en colonne j'écris les coefficients de x, puis les coefficients de y, son déterminant que j'obtiens en faisant 2 fois moins 1 moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 3, est non nul. Et j'ai obtenu une seule et unique solution, un tiers. Maintenant, deuxième exemple, si je prends le système 2x plus y égale à moins 1 et 4x plus 2y égale à moins 2, eh bien, je remarque que ces deux équations sont liées. Il va y avoir une infinité de solutions. Les solutions vont s'écrire sous la forme x et moins 1 moins 2x pour y, où x est un réel. Donc là, il y a une infinité de solutions. Et si je calcule maintenant le déterminant de la matrice associée, la matrice associée, c'est 2, 4, 1, 2, eh bien, je vais obtenir un déterminant 4 moins 4 qui est nul. D'accord? Si je prends maintenant un autre système, le système 2x plus y égale à moins 1 et 4x plus 2y égale à 0, eh bien, le déterminant est toujours nul puisqu'il s'agit de la même matrice caractéristique que précédemment. Mais ici, cette fois-ci, il n'y a pas de solution puisque ces deux équations sont incompatibles. Les deux premiers membres ici sont collinéaires, si je puis dire, sont proportionnels, voilà, alors qu'il n'en est pas le cas pour les seconds membres. Donc, vous voyez, ce que je vous rappelle ici, c'est qu'un système de n équations à n inconnues possède une seule et unique solution, si et seulement si son déterminant est non nul. Et alors, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va nous simplifier le travail. Pourquoi? Je reviens sur l'exemple précédent. Ici, vous voyez, on a donc un système à résoudre, un système 3-3. Je vais écrire le déterminant de sa matrice associée. Donc, 4, 1, moins 8, 2, moins 1, 4, et 3, 0, moins 2. Eh bien, si je calcule le déterminant de A, je vais trouver, normalement, si tout se passe bien, 0. Confère le cours sur le calcul d'un déterminant. Et alors, eh bien, ça veut dire que le système S possède soit aucune solution ou une infinité. Ou une infinité, d'accord ? Mais comme forcément ici le second membre est nul, d'accord? Donc forcément alpha 1 égale 0, alpha 2 égale à 0 et alpha 3 égale 0 est une solution. D'accord? Donc comme
0, 0, 0 est solution, ça veut dire que je me trouve dans le deuxième cas de figure. Autrement dit, ce système possède une infinité de solutions. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé par le calcul ici. Et donc, en fait, mes trois vecteurs sont liés. Donc, autrement dit, quand on a trois vecteurs à trois composantes, ils sont libres si et seulement si le déterminant de la matrice constituée par, vous voyez ici, j'ai les coordonnées du vecteur V1 en première colonne, les coordonnées du vecteur V2 en deuxième colonne et les coordonnées du vecteur V3 en troisième colonne. Donc, ces trois vecteurs sont libres si et seulement si le déterminant de la matrice constituée par ces trois vecteurs est non nul. Non nul. Libre, d'accord? Non nul. Ça veut dire qu'il y a une seule et unique solution et c'est 0, 0, 0, forcément. Voilà. Alors que si le déterminant est nul, eh bien, ça veut dire qu'il y a une infinité de solutions et donc mes trois vecteurs ici sont liés. Voilà. Donc ici, ça, c'est bien pratique pour montrer que n vecteurs à n composantes sont libres ou liés. On calcule le déterminant. S'il est nul, ça veut dire que les vecteurs sont liés. S'il est non nul, ça veut dire que les vecteurs sont libres. Alors maintenant, exemple suivant. Donc cette fois-ci, on a trois vecteurs à quatre composantes. Donc là, on ne va pas pouvoir appliquer le résultat précédent. Montrer que le système est libre. Donc là, il faut le faire à la main. Je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Alors la correction, ce n'est pas trop compliqué ici. Donc on écrit toujours pareil. On résout l'équation alpha V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3 égale à 0. Et on cherche alpha 1, alpha 2, alpha 3, les réels, puisque R4 est un R espace vectoriel. Donc ici, on est amené à résoudre le système de 4 équations à 3 inconnus. Les deux premières équations sont les mêmes. Donc on trouve tout simplement alpha 1 égale 0, puis on remonte alpha 2 égale à 0 et alpha 3 également. Donc le système S3 est libre ici. Alors maintenant, nous allons résoudre les exercices du chapitre. Alors, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Alors, la correction. Donc, R3 est un R espace vectoriel et les trois vecteurs V1, V2, V3 forment un système libre si et seulement si le déterminant des trois vecteurs à trois composantes, donc ça donne bien une matrice carrée d'ordre 3, est non nul. D'accord? Dans ce cas-là, le système possède une seule et unique solution, 0, 0, 0. Alpha 1 égale 0, alpha 2 égale 0, alpha 3 égale à 0. Et donc, il est bien libre. Donc, on calcule le déterminant, alors par la méthode éventuellement du pivot de Gauss ici, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, j'ai pris comme pivot ici ce nombre. Et j'obtiens donc ce résultat. Donc, le déterminant est nul si et seulement si lambda égale à 2 tiers. Donc, finalement, le système est libre si et seulement si lambda est différent de 2 tiers. Deuxième question, eh bien c'est un peu le même travail. Donc ici, j'obtiens deux équations. L'une qui a des racines complexes, comme je travaille sur R3 qui est un R espace vectoriel, le lambda qui est ici est forcément réel. Et donc, je n'ai plus qu'une seule valeur interdite, si je puis dire, pour obtenir un système libre. Ensuite, l'exercice 3, donc C2 est un C espace vectoriel. Donc les vecteurs Z1, Z2 forment un système libre si et seulement si le déterminant de 2 est non nul. Donc ici, je calcule, j'obtiens quelque chose qui est égal à -1, donc non nul. Donc Z1 et Z2 est un système libre. C'est-à-dire que alpha 1 Z1 plus alpha 2 Z2 est égal au vecteur nul si et seulement si alpha 1 et alpha 2 sont nuls tous les deux. Il n'y a pas d'autre solution possible. Deuxième exercice, donc cette fois-ci, je trouve que le déterminant de la matrice constituée des vecteurs Z1, Z3 est nul. Donc, le système Z1, Z3 est lié. Et d'ailleurs, Z3 est égal à -1 plus I fois Z1. Pour le trouver, comment j'ai fait? Eh bien, j'ai divisé 1 plus I par I. Et en multipliant par le conjugué, j'obtiens -I plus 1. Donc, ça veut dire que 1 plus I, c'est égal à I fois -I plus 1. Et j'ai vérifié que 1 moins 3I est aussi égal à I
2 moins i fois moins i plus 1. Voilà comment j'en ai déduit ici le fait que Z3 est égal à moins i plus 1 fois Z1. Alors attention, ici je travaille sur C2 vu comme un C espace vectoriel. Alors évidemment, si je travaille dans C2 vu comme un R espace vectoriel, cette fois-ci Z3, Z1 n'est plus lié mais libre, puisqu'ici moins i plus 1 est un complexe non réel, C privé de R. D'accord? Donc si je travaille dans C2 vu comme un C espace vectoriel, Z1, Z3 est lié, est un système lié, et si je travaille dans C2 comme un R espace vectoriel, à ce moment-là, Z1, Z3 est libre. Alors maintenant, je vous propose quelques exercices extraits d'un concours de Supélec de 2019. Donc la première question est très simple, il suffit de calculer le déterminant de V1, V2, V3, et on le trouve d'ailleurs égal à 0, donc le système est lié. La deuxième question, il s'agit de 3 vecteurs qui sont des fonctions. En fait, on travaille dans E, l'espace vectoriel, le R espace vectoriel, qui est l'ensemble des fonctions de R dans R. Et dans cet espace vectoriel, on va prendre les vecteurs F1, qui est la fonction qui a x associe sinus x, le vecteur F2 qui a x associe sinus x au carré, et le vecteur F3 qui a x associe sinus cube x. Et on cherche à savoir si ces 3 vecteurs sont libres ou liés. L'indépendance linéaire, c'est ça, c'est dire si ces 3 vecteurs sont libres ou liés. Donc ces 3 vecteurs sont libres ou liés, ben pour le savoir, il faut résoudre l'équation alpha 1 F1 plus alpha 2 F2 plus alpha 3 F3 et la fonction nulle, si et seulement si. Et là, eh bien, on va voir ce que ça donne. Si à la fin, on trouve que alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale à 0, ça voudra dire que le système est libre. Et si on trouve 3 alpha 1, alpha 2, alpha 3 non tous nuls, eh bien, il est lié. Donc ici, voilà, d'accord. Donc, c'est la fonction nulle, si et seulement si, pour tout x réel, alpha 1 f1 de x plus alpha 2 f2 de x plus alpha 3 f3 de x est égal à 0. Donc, on remplace f1, f2, f3 par les fonctions sinus, sinus carré, sinus cube. Donc, cette égalité est valable dans R, hein, pour tout x réel. Donc là, on peut factoriser par sinus x. Cette fonction est égale à 0 pour tout x réel, si et seulement si, eh bien, la parenthèse est nulle, puisqu'on sait que sinus x n'est pas nul pour tout x réel. Il existe un x, par exemple, x égale pi sur 2, sinus pi sur 2, ça fait 1, d'accord? Donc ici, on est amené à résoudre cette équation pour tout x réel. Donc on va prendre, comme c'est valable pour tout x réel, quelques valeurs de x. Et ça va nous permettre de déterminer alpha 1, alpha 2, alpha 3. Par exemple, si je prends x égale 2pi, vous savez que sinus de pi égale à 0. Donc j'obtiens alpha 1 égale à 0. Voilà, donc mon équation devient alpha 2 sinus x plus alpha 3 sinus carré de x égale à 0 pour tout x réel. Je factorise par sinus x. Voilà. Sinus x pour tout x réel, il n'est pas nul, hein, donc il en existe un de x pour lequel il est non nul. Donc je me ramène à cette équation-là, et après pareil, je prends par exemple pour x égale à 2pi, j'obtiens alpha 2 égale à 0. Il ne me reste plus que l'équation alpha 3 sinus x égale à 0. Pour tout x réel, c'est vrai que si alpha 3 égale à 0, donc finalement, nous avons montré que cette égalité ici est vraie, si et seulement si alpha 1, alpha 2, alpha 3 égale à 0. Et évidemment, si alpha 1, alpha 2, alpha 3 égale à 0, alors on a forcément alpha 1, f1 plus alpha 2, f2 plus alpha 3, f3 égale à 0 pour tout x réel. Donc nous venons de démontrer que cette famille de vecteurs est libre. Voilà, je vous laisse maintenant prendre connaissance des autres corrections d'exercices. Donc là, il s'agissait des vecteurs f1, f2, f3, f4 et G1, G2, G3, G4. On cherche à montrer qu'ils sont libres ou liés, on ne sait pas en fait. Hein. Donc voilà, je vous propose de prendre connaissance de cet exercice. Voilà, et puis voilà la fin de l'exercice. Donc en fait, on montre qu'ils sont liés. Et on aurait pu, voilà, puisqu'à la fin on tombe sur alpha 2 égale à moins bêta 2, où bêta peut prendre n'importe quelle valeur réelle, donc ils sont non tous nuls, les coefficients. Et en fait, on aurait pu le faire beaucoup plus simplement.
puisque on sait qu'il y a une relation entre sinus carré de x et cos carré de x, donc on trouve très rapidement le fait que ces vecteurs sont tous liés. Voilà, alors le dernier exercice, voilà, je vous laisse en prendre connaissance. Là, je fais un travail au brouillon, donc je vous laisse le lire tranquillement, reprendre l'énoncé évidemment qui est un peu plus loin dans la vidéo en amont, et puis de voir... Voilà, ça c'est la correction bien rédigée, enfin, du mieux que j'ai pu. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis la vidéo suivante, je vais parler de système générateur et base d'un espace vectoriel ou d'un sous-espace vectoriel. Au revoir, à bientôt peut-être.